Eh bien, bienvenue à toutes et tous. Je m'appelle Samuel Rémy et je suis le directeur de Villette Maker et je suis ravi de vous accueillir pour ce premier Craft Talk dans le cadre du projet européen Craftwork for All. Et nous avons le plaisir d'inviter Julien Benayou pour Bold Design dans le cadre de ce premier Craft Talk. Alors, juste pour vous dire quelques mots d'introduction. Craftwork for All, c'est une plateforme européenne de co-création internationale entre 12 pays européens sur un projet qui dure 4 ans, dont l'objectif est de soutenir les artistes et praticiens de l'artisanat émergent, designers ou artisans d'art, pour coopérer, co-créer et promouvoir leur travail à l'échelle nationale et internationale. Il y a beaucoup d'activités différentes qui vont avoir lieu, 7-8 types d'actions différentes. Et l'ambition de ce programme est de pouvoir accompagner et soutenir plus de 3500 professionnels, avec notamment 240 personnes qui participeront aux différentes résidences numériques, physiques ou hybrides, et plus de 1200 professionnels qui pourront bénéficier des formations qui seront proposées sur l'ensemble des 12 pays et tout au long de ces 3 années. Le groupement français, donc c'est les 12 pays, je ne vais pas forcément tous les citer, mais chaque pays après s'organise avec une délégation nationale. Et pour la France, le consortium, il est constitué de 4 structures, donc Villette Makers, le campus Mana, le bureau du design, de la mode et des métiers d'art de la ville de Paris, ainsi que le campus d'excellence des métiers d'art et du design, aussi de la ville de Paris. Ces 4 partenaires se sont réunis, ont décidé de travailler ensemble pour pouvoir promouvoir auprès de leur réseau et élargir plus largement, pour pouvoir faire bénéficier de leur complémentarité et de leur réseau à l'ensemble du coup des participants français et étrangers. Aujourd'hui, on se voit dans le cadre d'un événement national, mais il y a bien d'autres événements internationaux auxquels vous pouvez participer. Pour vous donner un petit peu les prochains rendez-vous, il y a du coup la première résidence sur des résidences en ligne qui commence semaine prochaine, si ma mémoire est juste, pour lequel malheureusement déjà les inscriptions sont closes. Par contre, un autre programme qui est encore ouvert jusqu'au 10 décembre, c'est pour l'appel à des mobilités internationales. Ça consiste à pouvoir bénéficier d'un accompagnement pour un financement et un défraiement pour aller rencontrer un artiste ou un designer émergent avec lequel vous souhaitez travailler dans le cadre d'une collaboration sur l'ensemble des pays de la communauté européenne ou affiliés au programme avec l'Europe créative, donc ça peut, qui comprennent des pays hors Europe comme l'Ukraine, l'Arménie ou la Tunisie. C'est très très large. Et dans les rendez-vous français, durant le mois de septembre, nous avons un autre Coffee Talk qui aura lieu dans le cadre de l'exposition organisée dans le cadre de la Paris Design Week par le bureau, l'exposition Néo-Paléo qui vous permettra de rencontrer le travail du studio Bégaël Phony. Voilà, et un peu plus tard, tout début octobre, vous êtes invité à participer à une fresque en tufting participatif qui sera organisée à Villette Maker par Sarah Rémy, donc sur 2 jours en tufting et autres techniques mixtes. Voilà, à savoir que également s'est déroulé ce week-end la première académie en présentiel en Suède, où 2 personnes du coup de France ont pu profiter là-bas sur un atelier autour du papier et autour de la linogravure, du travail de la pierre gravée. Pour vous dire 2 mots sur Villette Makers, on se situe dans le parc de la Villette et on est un tiers-lieu et un Fab Lab qui existe depuis une dizaine d'années, qui a la particularité d'être ouvert 7 jours sur 7, la semaine pour les professionnels, pour expérimenter, avoir un lieu de travail, un lieu pour produire, être accompagné sur des productions ou sur du prototypage, et également sur de la formation professionnelle. Et le week-end, c'est un lieu qui est ouvert au public, qui est gratuit et qui va accueillir autour d'une programmation qu'on fait avec des designers et des artistes pour sensibiliser autour de la création sur des enjeux de développement durable ou de numérique et d'innovation de manière plus générale. Donc c'est environ 5000 personnes qui participent chaque année à ces ateliers et plus d'une centaine de structures professionnelles qui sont accompagnées chaque année par nos soins. Voilà. Et nous vous invitons du coup à venir nous découvrir soit en semaine, soit le week-end, suivant votre inclinaison. Et je passe tout de suite la parole à Charlotte pour présenter le campus.
Bonjour à tous. Donc, Charlotte Dubus, je suis directrice du développement et des partenariats au campus Mana. Samuel l'a évoqué tout à l'heure, on est effectivement partenaire sur ce programme Craftwork. Je vais vous parler un peu du campus et de ce qu'on fait. Et on a aussi un lien direct avec Bold Design. On en reparlera à la fin de la présentation parce qu'on propose une formation avec eux. Donc, en fait, on est un centre de formation professionnelle avec l'idée de la transmission de savoir-faire. On est situé en Bourgogne, à 2 heures de Paris, en plein milieu de la puisée de la nature. C'est un campus qui a été créé il y a 2 ans par Thomas Dariel et sa femme Sophie. Thomas, il est designer. Ils ont créé ce lieu dans l'idée de faire rencontrer le design, les métiers d'art et de faire des passerelles et beaucoup de transmissions. On organise une 50aine de formations par an qui durent entre 4 et 5 jours. Et la particularité, c'est que c'est en résidence. Donc, c'est qu'on a des chambres sur place et les participants, voilà. Et là, vous avez des illustrations, effectivement, des lieux, des chambres et des ateliers. Les participants dorment sur place avec les formateurs. Et voilà, ça crée une bulle créative et immersive assez particulière du campus Mana au sein de la formation professionnelle. Et donc, peut-être si tu peux remonter juste avant, il y a les exemples des secteurs de formation. Donc, sachant on a 3 ateliers complètement équipés, bois, métal, céramique, et on propose des formations en dinanderie, en marqueterie de paille, en céramique, bientôt en verre soufflé. Donc, c'est assez large. Et puis, donc, on a parfois, et là, ça va être le cas, des formations hors les murs, notamment là, avec les Bold Design, on est en partenariat avec Villette Makers, notamment pour les équipements et les installations des imprimantes qui sont chez Villette Makers. Et on en reparlera à la fin de la présentation. Donc, voilà pour le campus Mana. Et maintenant, je vais laisser la parole à Julien. Merci à tous pour ces introductions, présentations. Merci beaucoup pour l'invitation à échanger aujourd'hui avec les présents. Et merci aux présents d'être parmi nous. Du coup, je vais vous présenter un peu le travail de l'agence. Donc, Bold, c'est en fait 2 cofondateurs, William Goujon et moi-même, rencontrés pendant nos études. On a à peu près une quinzaine d'années. On a un fonctionnement un peu particulier maintenant. William Goujon est resté en région parisienne. On a été 10 ans dans nos premiers bureaux à Paris. Et moi, j'ai quitté Paris il y a à peu près 7 ans maintenant. Donc, on a un fonctionnement un peu particulier à distance où on a, on va dire, un pôle drômois. Moi, je suis dans la Drôme, ou plutôt au sud de la France. Et puis la partie plus au nord et parisienne. On articule notre travail autour d'un certain nombre d'engagements. On essaye, dans la mesure du possible, que tous nos projets aient une notion de circularité, de fabrication locale, d'éco-conception, de réflexion autour des matières employées, de leur provenance et de leur, on va dire, fin de vie ou de retourner dans la boucle. Très friand de co-création, on fait énormément de collaboration avec d'autres artistes, par exemple, des architectes, des ingénieurs, des laboratoires de recherche scientifiques, etc. Depuis toujours, on travaille dans la transmission, on fait des workshops dans énormément d'écoles et auprès de professionnels aussi. Et en 2015-2016, on est un peu tombé par hasard dans l'impression 3D. Et aujourd'hui, ça fait partie d'une grande part de notre activité et de nos travaux, de nos recherches. Donc pour aller vite, en gros, on a un peu ce triptyque. On va être sur un travail de commande avec des entreprises qui ont des besoins spécifiques en design. On va être sur la transmission et les workshops, comme je le disais, et puis la partie plus laboratoire, recherche, autour des outils numériques, impression 3D.
En gros, rapidement, hein, on se nourrit, nous, en tant que designer, évidemment, de la contrainte. Donc, quand on répond à une commande, on essaye d'avancer pas à pas, un peu en parallèle, jusqu'à ce que tous les éléments se rassemblent en un point qu'on va appeler la solution cohérente, on va dire. Et nos clients se partagent entre des éditeurs, alors, les entreprises avec lesquelles on travaille, ça va être plutôt des petites et des moyennes entreprises, et plutôt en France, toujours pour rester dans cet esprit plutôt local et à échelle humaine, le domaine culturel, la recherche, les laboratoires, et puis le collaboratif low-tech qu'on essaie de développer de plus en plus. J'attaque dans le vif maintenant. J'ai fait cette petite présentation. On a commencé l'impression 3D à Paris en rencontrant une jeune entreprise qui s'appelait Doud et qui développait des imprimantes 3D, des pots de fil, qui étaient plutôt sur un principe un peu maker à la base, avec, on va dire, une boîte en bois découpée à laser, etc. Et l'idée avec eux, c'est de pouvoir développer un petit peu leur entreprise et leur modèle avec un modèle qui serait utilisable dans les agences d'architecture, de design, dans les écoles, etc. Donc, alors qu'on n'avait, a priori, pas énormément imprimé en 3D avant ça. Et ensuite, on a eu la machine, le premier prototype à l'agence, et c'est en se posant des questions sur ce qu'il était possible ou pas d'imprimer, de produire avec cet outil, qu'on a commencé à développer ce qu'on appelle un petit cahier d'idées 3D, avec des questions un petit peu bêtes, mais qui finalement continuent à faire leur chemin. Est-ce qu'on peut imprimer un poil avec cette machine? Et si oui, comment on s'y prendrait? Donc, imaginer les processus et commencer à se mettre finalement dans la tête de cet outil pour essayer de comprendre comment elle fonctionne, comment la machine fonctionne et ce qu'elle peut produire ou pas. Une de nos premières propositions, collections, ça a été des expérimentations poilues qui ont été repérées par une galerie et qui nous a donné un prétexte pour, on va dire, développer une famille. Réflexion autour des paramètres de l'impression 3D, des outils qui sont déjà là, les slicers, qui permettent de passer d'un fichier 3D à un modèle tangible et en jouant avec l'erreur, et en fait en essayant de maîtriser l'erreur et que l'erreur devienne l'identité finalement de l'objet. Et ensuite, en commençant à mettre un pied, donc c'est un projet qui avait pas mal tourné à l'époque, et en mettant un pied dans ce domaine-là, de cette recherche un peu autour de ces outils-là, en essayant de sortir, enfin c'est même pas en essayant de sortir de ce qui se faisait à l'époque, mais simplement nous l'utiliser comme on utilisait n'importe quel outil ou savoir-faire artisanal ou industriel. Donc on a été contacté par d'autres designers, d'autres agences, des curateurs d'exposition pour demander d'autres collections, d'autres objets avec notre même approche. Et finalement, donc là on est encore sur du thermoplastique, du PLA, chargé avec des poudres minérales. Et finalement, entre une photo Instagram avec un faux terracotta et de l'impression 3D terre, il y avait qu'un pas, il y a eu une rencontre avec un designer drômois pendant que j'étais à Paris qui nous disait qu'il y avait un Fab Lab dans la Drôme. Là, moi, je suis situé à côté de Crêt, assez proche et géographiquement et aussi dans la collaboration du 8 Fab Lab. Et c'est avec eux qu'on a commencé à explorer et à expérimenter l'impression de pâte ductile, de terre, de grès, de faïence, de porcelaine. Ça nous a encore amené ailleurs. Voilà. Alors, la question qu'on se pose souvent, c'est évidemment un outil, ça reste un outil, et il y a énormément de manières de l'appréhender et de l'utiliser. Et nous, par rapport aux engagements que je vous listais un petit peu au tout début de la présentation, on essaye de faire un peu attention à ce qu'on utilise et comment on l'utilise. Donc, on pourrait lister comme ça peut-être des types d'impression 3D ou des raisons d'imprimer en 3D, mais qui ne nous conviennent pas et qu'on évite. Ne pas se poser la question des matériaux, où c'est produit, comment c'est produit, ce que ça implique comme impact, etc. Il y a des processus traditionnels qui sont aujourd'hui les plus adaptés, donc on ne va pas aller sur toute impression 3D, on ne va pas essayer de remplacer tout par l'impression 3D, on va essayer de l'utiliser comme n'importe quel autre outil pour ce qu'il peut apporter, ce qui peut permettre de mieux. Et pour être assez proche aussi d'un certain nombre d'artisans, évidemment, quand pas mal d'artisans ont vu
arrivée l'impression 3D, et d'autant plus l'impression 3D terre, ils ont eu un peu peur que ça leur pique du travail, etc. Donc, il faut rassurer de ce côté-là et dire qu'il y a des choses qui sont très simples à faire à la main, en tout cas faisables à la main, pas du tout faisables par la machine, et vice-versa, des choses très simples par la machine, absolument impossibles à faire à la main. Donc, de toute façon, ça ne retire pas de travail à la main. Et c'est dans ce cadre-là que nous, on essaye de travailler. Des productions de masse inadaptées. L'intérêt de l'impression 3D, c'est aussi de pouvoir gérer des quantités. Finalement, ça ne coûte pas plus cher de faire 10 pièces que 1 million de pièces. Donc, on ne va pas tomber dans les mêmes travers que l'injection plastique, par exemple. Concevoir une pièce qui va être imprimée en 3D sans prendre en compte les contraintes de l'impression 3D, c'est aussi quelque chose qui, rapidement, on va comprendre les limites de l'exercice. Parce que finalement, une technique pas adaptée, ça peut impliquer énormément de déchets, ça peut impliquer énormément de ratés, etc. Et puis imprimer loin, l'impression 3D, un de ses atouts, c'est que finalement, les machines et les équipements coûtent assez peu cher. Donc on va parler de fabrication distribuée et on va plutôt essayer de créer et de travailler avec des fermes d'impression 3D, des ateliers d'impression 3D le plus locaux possible, au plus proche de soit la production de la matière et ou l'utilisation au final des productions. Nos usages, pas forcément exhaustifs, de la fabrication additive, pour prototyper évidemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir optimiser matière et forme. On va utiliser vraiment la matière qu'il faut là où il faut. Production à la demande, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va pouvoir produire très très rapidement à partir du moment où on sait que cet objet sera utilisé, il aura un vrai débouché entre guillemets. Et on va éviter la surproduction. Fabrication locale et relocalisation industrielle, ça correspond aussi, c'est pendant de ce que je disais de manière négative tout à l'heure. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec des thermoplastiques, on va pouvoir les charger de coproduits, de déchets, etc. Donc ça va être aussi un débouché pour pas mal de déchets actuels, encore une grosse production de coproduits, de l'industrie, etc. On va pouvoir l'intégrer dans des circuits courts et des écosystèmes artisanaux. On peut créer des outils, ça je reviendrai un peu dessus, pour l'artisan. Donc finalement, ça devient un outil, ça devient un partenaire de l'artisanat manuel, traditionnel, plutôt qu'un ennemi. Accessibilité pour des structures à faible moyen. On a travaillé sur des éditions d'objets à moyenne échelle pour des entreprises qui n'auraient pas, ou des éditeurs qui n'auraient pas les moyens de créer des outillages traditionnels, des moules très chers et potentiellement très loin, etc. Création de pièces impossibles autrement, j'en parlais, et réparabilité de pièces détachées sur mesure. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec des logiciels qui sont 3D, qui sont parfois de plus en plus facilités, voire des catalogues en ligne, etc., on peut simplement remplacer une pièce défectueuse et puis continuer à utiliser une machine alors que 99% de la machine fonctionne très bien. Et support à la recherche et l'expérimentation matière, c'est ce qu'on fait aussi au quotidien, essayer d'imaginer de nouvelles esthétiques et de nouveaux usages. Désolé pour ces grandes listes, ça sera plus que visuel à partir de maintenant. Un de nos premiers projets, en collaboration avec le MIT Media Lab dans le Massachusetts à Boston et le laboratoire qui est un lieu Arts et Sciences à Paris, finalement, avant même qu'on ait cette machine d'impression 3D, on avait travaillé avec Doud, et c'est comme ça un peu qu'on a commencé à échanger, pour imprimer des maquettes et des prototypes en dépôt de fil. Alors ce qui est amusant, c'est que je vous parlais de la modélisation faite pour la technique d'impression 3D. Cet objet a une forme qui n'est absolument pas adaptée à l'impression 3D dépôt de fil, parce qu'il a fallu imprimer avec des supports, qu'il a fallu détacher, il a fallu poncer, etc. Mais c'est pas grave, parce que finalement, là, on était dans l'ordre du prototype, et on savait que l'objet final serait dans une toute autre technique, et en l'occurrence en porcelaine coulée, revidée, c'est-à-dire dans un moule en plâtre. On coule de la barbotine de la terre liquide, on laisse ensuite se rigidifier en couche fine et on obtient après cuisson notre objet. Donc là, dans le cas du prototype, on peut se permettre, en tout cas selon nous, de pallier aux règles, aux bonnes pratiques de l'impression 3D des pots de fil. Cette collection d'objets poilus, finalement, est restée un support d'expérimentation depuis nos débuts. Aujourd'hui, on commence à collaborer avec un ingénieur
qui a développé tout un processus d'impression 3D comme on imprimerait avec une imprimante de bureau classique, donc on va dire en CMJN, ou en tout cas on va pouvoir avoir autant de bobines. Donc la bobine, c'est on va dire la cartouche, c'est le consommable de l'imprimante 3D. Et on va pouvoir avoir jusqu'à 5 bobines, donc matériaux ou couleurs, et imprimer presque comme des pixels. Donc là, c'est les exemples, les petits vases qu'on voit dans le gros vase. Donc tout ça est un prétexte pour interroger la technique, aussi bien physique, on va dire la machine, et ce qu'elle est capable de faire aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup de progrès par rapport à nos débuts, et ça avance toujours, tous les jours quasiment, et ce qu'on peut faire aussi en termes de logiciel. Là, on va être sur des parcours d'outils, sur des fichiers qui sont générés par un outil paramétrique qui s'appelle Grasshopper. Et donc là, on sort du slicer, en fait, de logiciel qui va découper la forme de manière assez basique pour aller dans des possibilités esthétiques bien plus grandes et bien plus libres. Alors, je ne suis pas dans une présentation chronologique du tout. Un de nos premiers projets, quand on était en résidence au Tech Shop à Paris-Ivry, ça a été de réfléchir autour de nouveaux filaments d'une entreprise qui s'appelle Armor, et qui voulait utiliser le plastique qui récupérait des cartouches d'encre voilà, dans leur protocole de récupération de cartouches en filament d'impression 3D. Et donc, l'idée, c'était de commencer à expérimenter avec leur filament, qui était le premier filament de polystyrène, et d'imaginer ce qu'on ferait. Donc, c'est un projet un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de finalité, on n'avait pas d'objectif, de typologie d'objet, etc. Mais on avait ce matériau-là et cette technique qui était l'impression 3D. Et à partir de notre principe un peu de KID 3D, on est finalement arrivé à des dentelles 3D qui amenaient la notion de personnalisation, etc. Qui devenait, et qui, de fil en aiguille, est devenue la grille de protection d'une enceinte. Et finalement, avec, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais principe de manipulation et de commande un peu différent, voilà, des enceintes traditionnelles. Et on essayait vraiment d'utiliser les capacités d'impression 3D, donc production quasiment sur mesure, personnalisable, et où finalement le prototype, la machine qu'on utilise et les outils qu'on utilise pour le prototype sont les mêmes que l'objet final. Donc évidemment, en termes de processus de développement de produits, etc., c'est vraiment très intéressant. Je parlais en introduction aussi d'économie circulaire. Ce polystyrène, il a été avant pot de yaourt, qui s'est transformé en filament, qui s'est transformé en l'objet qu'on va utiliser pendant un certain temps donné et qui pourra ensuite repartir dans la boucle assez facilement. Un autre aspect de notre utilisation de l'impression 3D des pots de fil, c'est, comme je disais aussi, la personnalisation. On avait été contacté il y a quelques années par le Habitat Design Lab, donc Habitat, l'éditeur d'objets de mobilité qu'on connaît tous, et qui invitait des créateurs différents à finalement expérimenter leur technique dans le cadre d'une de leurs boutiques. Et nous, on commençait à toucher à l'impression 3D, donc on nous a dit venez avec une machine et regardons ce que ça peut donner. Donc sur des objets assez simples, ça faisait partie un peu du brief, il fallait imaginer des objets assez simples et qui puissent s'imprimer directement pendant la visite des clients. Donc on a commencé à développer un petit catalogue d'objets autour de la boîte paramétrique. On pouvait modifier facilement les motifs, les proportions et les matériaux. Et donc on était sur des objets qui pouvaient s'imprimer entre une demi-heure et 1 heure. Donc parfois, c'était un peu plus long, donc les gens repassaient et récupéraient leurs objets. Pareil, en étant pas mal identifié autour de l'impression 3D, il y a des laboratoires qui sont venus nous voir pour essayer d'interroger leur technologie. Donc là, il y avait un laboratoire, donc le laboratoire Armin, lié au CNRS, qui nous ont contactés pour imaginer un démonstrateur pour les salons, pour expliquer tout un tas de choses, tout un tas de possibilités autour de l'impression 3D métal. Pareil, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'était intéressant aussi de sortir de l'impression 3D des pots de fil et finalement de rentrer dans une autre logique, parce que là, on est plutôt sur de la poudre, on va faire se fusionner. Et donc, on peut, dans un bac de poudre, donc il n'y a plus de notion, contrairement à l'impression 3D des pots de fil, de gravité et du fait que la matière puisse tomber. Donc là, on est sur une dentelle qui va se tenir finalement pendant l'impression. On a des petites
marques qui sont venus nous voir aussi, des créateurs, créatrices. En l'occurrence ici Amélie Pichard, qui était, alors là qui change son activité depuis quelques temps, mais qui était pendant des années créatrice d'accessoires de mode et de sacs, chaussures. Et pour fêter les 10 ans de son sac iconique, elle nous a demandé d'imaginer une adaptation en vase imprimée en 3D. Et là, où vraiment, alors nous, on a l'habitude de montrer la technique, finalement, de ne pas cacher la technique utilisée, en l'occurrence l'impression 3D, à travers les strates, etc., le colombin. Et là, on a un peu amplifié le curseur, où c'était vraiment, ça faisait partie aussi, elle, de son envie. C'était de pouvoir imaginer un croisement entre tradition et technologie. Et ce qui est intéressant, c'est que ce projet-là a été une collaboration aussi. Donc, il a été totalement conçu, imprimé et émaillé, cuit et émaillé dans la Drôme. Et c'était une collaboration entre nous, le Fab Lab, et une fabrique historique, la poterie de Kiouskla, qui a pu émailler et finir les objets. Je parlais aussi d'outils qu'on pouvait proposer pour les métiers d'artisanat, pour les céramistes, etc. Je suis intervenu aussi au sein d'un centre de formation qui s'appelle EMA-CNIFOP, qui forme les céramistes créateurs de demain. Et ils avaient investi dans une imprimante 3D ou des imprimantes 3D des pots de fil. Et l'idée, c'était de pouvoir initier ces futurs créateurs à ces techniques-là pour ensuite imaginer tout type d'outils qui pourraient les aider dans leur production, dans leur création. Le studio, toujours par rapport à ses engagements, est de plus en plus sensible, enfin ça fait des années, mais on essaye d'amplifier ce côté-là, sensible à tout ce qui est conception low-tech. Là, on a collaboré avec un studio de design qui s'appelle Entre autres, qui est basé historiquement dans la Drôme. Et là, on a utilisé aussi les capacités de l'impression 3D terre et du matériau terre, qui est resté poreux ici, pour imaginer des objets rafraîchissants, rafraîchisseurs d'air. Et là, vous comprenez bien que sur un objet de cette hauteur, avec ses circonvolutions à l'intérieur, etc., et avec une espèce de constance dans les épaisseurs, c'est quelque chose qui serait très compliqué, voire impossible à faire à la main. Donc là, pour nous, ça a vraiment du sens d'aller dans ce genre de procédé. Et par rapport à des petites structures qui finalement ne pouvaient pas imaginer des produits un peu sur mesure, des produits exclusifs, quand elles ont commencé à voir notre travail avec Habitat ou sur des projets d'ateliers pour les enfants, là, dont je ne parlerai peut-être pas par manque de temps, mais finalement elles se sont dit on va pouvoir enfin, grâce à l'impression 3D, grâce à la production locale, imaginer nos propres objets en collaboration avec des designers qui seraient ensuite édités. Donc là, à ce jour, c'est donc la Quincaillerie Moderne, qui est un éditeur de luminaires, qui est basé à Paris, qui produit en Europe et qui assemble Paris, a finalement pu enfin. Donc là, d'ailleurs, c'est un petit étude de cas, mais ça, c'est les produits qu'ils proposaient. Donc, Quincaillerie Moderne, comme son nom l'indique, ça va être des choses qu'on va pouvoir trouver dans les bistrots, les restaurants, les hôtels, etc. Avec des verreries et du repoussage métal. Et puis, aujourd'hui, leur base, ça a été une des premières collaborations. Leur base était des tubes de PVC colorés par rapport à ce que pouvait faire l'industriel et assemblés sur des bases techniques. Et là, on a pu choisir les couleurs, on a pu choisir les formes, choisir les dimensions, dans un processus qui est vraiment très économe en temps et en énergie et en argent. Et par-dessus le marché, on peut utiliser des matériaux qui sont déjà recyclés une première fois ou une deuxième fois. Et ensuite, si le produit est défectueux, il est ramené, etc., il peut ensuite réintégrer la boucle, comme je parlais pour d'autres exemples. Ce qui est intéressant, c'est qu'après ce premier projet, donc ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble, elles ont commencé à apprendre finalement et à découvrir tous les intérêts que pouvaient avoir ces techniques-là. Et on a commencé à faire le premier projet où finalement l'impression 3D n'est pas une espèce de base décorative et le diffusant d'une autre matière, en l'occurrence des verreries, mais où c'est l'impression 3D qui, elle, finalement va devenir le diffusant, parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de matériaux qui se sont énormément améliorés au fil du temps et qui sont vraiment de grande qualité
une bonne tenue dans le temps. Et on a aussi des matériaux chargés avec des matières organiques qui vont prendre l'aspect du papier, du carton ou de l'engobe, céramique, etc. Donc on va avoir vraiment des qualités tactiles et visuelles hyper intéressantes, là pour l'édition, mais aussi pour d'autres usages aussi. Je sors un petit peu encore, je fais des va-et-vient là, entre le plastique et la céramique. Ça, c'était une des collaborations sous forme de résidence de création avec une designer graphique céramiste qui est installée maintenant à Marseille, qui s'appelle Emmanuel Roule. Et là, l'idée, c'était, donc elle qui n'a pas du tout, on va dire, la case ou la brique numérique, mais par contre qui sait travailler la terre de ses mains, principalement à la plaque, etc. Et l'idée, c'était de savoir, sans idée préconçue, ce qu'on pourrait imaginer comme ça, à quatre mains, ensemble avec nos expertises. Une autre collaboration qu'on a faite quasiment en même temps, c'est avec le studio Hors Studio, qui est basé à Tours. Et là, c'est deux designeuses qui sont spécialisées dans la création de matières sans pétrochimie. Donc vraiment un gros travail sur le sourcing de charges, donc qui vont être principalement des rebuts, des déchets de production, et une question de liant, parce que la colle, aujourd'hui, la colle ou le liant, c'est une grosse problématique, parce que c'est très très souvent issu du pétrole. Donc voilà, et c'est hyper intéressant, parce que dans des collaborations comme ça, on joue vraiment sur une grosse complémentarité. Nous ne sommes pas designers matière, on va travailler, nous, avec des filaments qui existent déjà, des matériaux qui existent déjà. Donc, quand on va pouvoir travailler main dans la main avec des gens qui produisent, qui imaginent, qui pensent, qui développent des matériaux, c'est hyper intéressant en termes de recherche et d'expérimentation. Donc là, en l'occurrence, on est sur un matériau à base d'algues et de coquilles, moules, ormeaux et Saint-Jacques. Et on a collaboré quelques temps plus tard, cette fois-ci avec un autre matériau qu'elle développe, qui s'appelle le Laserstone, où là, on utilise des tonnes de rebuts de l'industrie du cuir, de maroquinerie, etc., et des charges minérales et organiques. Et là, l'idée, c'était de poser un peu, on va dire, une première pierre, son projet s'appelle Première Mue, pour s'interroger sur la question de l'alternative dans la construction des matériaux traditionnels, typiquement le béton, qui est très gourmand en ressources, en énergie, en sable, voilà, tout ça. Et donc, finalement, de pallier à deux problèmes, c'est-à-dire venir prélever un déchet qui serait autrement brûlé ou enfoui, et éviter de prélever des ressources qui s'amenuisent. Donc là, on a travaillé pour ce projet-là avec l'entreprise Xtree, qui a été fondée qui est en région parisienne, qui a été fondée par des architectes à la base pour optimiser justement l'utilisation de la matière, du béton. Et je pense un dernier projet dont je parlerai aujourd'hui, c'est une collaboration avec une jeune start-up qui s'appelle Poulp, qui sont en région parisienne aussi, et qui récupère du plastique qui a déjà eu une première, deuxième, troisième vie, et qui va ensuite pouvoir la réduire en pellets, en granules, et ensuite la refondre pour imaginer des objets. Donc avec eux, on commence à imaginer des collections d'objets mobiliers. Là, on s'est inspiré, donc toujours, là, c'est conçu avec le logiciel paramétrique Grasshopper, parce qu'on ne pourrait pas obtenir ce genre de forme et ce genre de parcours d'outils avec un slicer traditionnel, sur une principe finalement de ruban comme ça, qui se retrouverait dedans, issu d'un geste assez enfantin et assez primaire, et finalement qui génère l'identité dans cet objet monomatière, qui crée son identité et sa structure. Et bien donc pour ce workshop, l'idée c'est finalement un peu d'expérimenter ensemble la méthodologie, la technique, le processus par lequel on passe, nous, quand on interroge cet outil pour imaginer des objets, des produits. C'est des workshops qu'on a affinés, c'est un modèle un peu de workshop qu'on a affiné au fil des années, où finalement on va aborder la culture de l'impression 3D, des impressions 3D, à travers des exemples notables d'autres artistes, designers, architectes, etc. On va toucher au logiciel 3D
on va découvrir ou redécouvrir ou approfondir les possibilités des slicers. Donc, le travail dans ce workshop-là, c'est vraiment la relation entre l'idée, les outils, c'est-à-dire qu'on va parfois avoir des choses qui vont être très simples à modéliser, on va avoir des complexités simples et des simplicités complexes, donc il y a vraiment un jeu et un aller-retour entre tout ça, en utilisant les algorithmes qui sont déjà programmés dans ces slicers. Et on va essayer de on va détourner ça aussi bien pour on va dire détourner une esthétique, détourner un usage, etc., de son usage premier. L'idée, c'est de ne pas forcément brider sur la typologie des objets, mais d'accompagner tout le processus entre la découverte, la première expérimentation de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, et ensuite rentrer dans un petit processus expérimental pour approfondir finalement une première découverte ou deux découvertes, qui peut être liée sur l'erreur, enfin là, sur des surprises qu'on va pouvoir générer ensemble, et ensuite glisser comme ça, affiner la recherche pour aboutir à un objet fini ou une collection d'objets. L'idée, c'est d'avoir un panel de matériaux, de filaments assez différents, avec des matériaux transparents, translucides, colorés, des matériaux chargés avec des poudres minérales, des poudres végétales comme on a pu dire, des poudres métalliques ou d'autres matériaux issus de coproduits, café, moule, etc. Parce que chaque matière a ses propriétés, on va dire de résistance, de flexibilité et visuelle, de laisser passer la lumière ou pas, etc. etc. On va pouvoir aussi imaginer un autre intérêt de l'impression 3D, c'est finalement de pouvoir être une interface entre des éléments déjà existants. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est de pouvoir collecter des choses, des objets ou des fragments et de pouvoir finalement les augmenter, les détourner à travers l'impression 3D. C'est aussi un usage hyper intéressant. Voilà, donc en gros, on est sur quelque chose d'assez foisonnant, où on va commencer doucement par la technique, des choses un petit peu, on va dire, théoriques, mais où très vite on va mettre les mains dedans pour imprimer quasiment en continu, et en fait, en dirigeant pour que les différents stagiaires, on va dire, les différents participants, travaillent sur des notions relativement différentes, en jouant vraiment sur cette espèce de groupe et ok, moi en une semaine, j'ai pu explorer qu'une seule piste, mais j'ai vu 6 autres pistes à côté et qui ont aussi nourri ma connaissance de l'outil et ses possibilités pour ensuite me donner, on va dire, un gros catalogue d'idées, un bagage que je pourrais ensuite exploiter dans le futur. Donc voilà, c'est un peu l'idée derrière cet atelier ensemble. Eh bien, écoutez, merci pour cette dernière question et merci pour tous ces éclairages, Julien. Avec grand plaisir. Merci à tout le monde. Merci pour vos questions. Merci pour votre intérêt. Et j'espère que voilà, certains parmi vous s'inscriront et je pourrai vous rencontrer pour de vrai pendant ce workshop. Voilà, n'hésitez pas. Donc, on va vous refaire un petit mail pour que vous ayez toutes les infos. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous pour d'autres informations sur la formation, sur Bold et sur Craft of Hope. Merci beaucoup. Et merci Campus Mana, merci Leapmakers. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Encore merci. Bientôt. Merci, au revoir.